on voit que c'était quand même l'Argentine en demi-finale de Copa América et on voit qu'il est capable de casser les lignes, d'aller de l'avant. Ça m'a même vraiment impressionné qu'il soit capable de faire ça Ouais, dans un match celle-là, elle d'un est tel niveau. magnifique. Ça me fait penser un peu à la pausa où tu penses qu'il va perdre le ballon, il est un peu lent et au dernier moment, il arrive à accélérer et gagner la faute. Là, il peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait être au bout comme ça. Bonjour à tous, bonjour la Dream Team là, bonjour Naïm, bonjour Rod, ça me fait plaisir de vous avoir avec nous là aujourd'hui sur la Minute OM spéciale recrue. On remercie encore tous nos abonnés les gars, n'oubliez pas de nous donner la force, le petit pouce, le petit like, le petit clic sur l'abonné, ça donne la patate et ça va nous permettre vraiment de rentrer dans le vif du sujet avec la pépite Ismaël Koné. Mon ami Rod, comment ça va? Eh ben, écoute, on est arrivé à faire ce live avec les décalages horaires, avec tout. Donc, écoute, ça va bien ici à Toronto. Il est 9 heures du matin quand on fait cet enregistrement. Donc, c'est vraiment bien. Et puis, je suis heureux d'être avec vous pour parler d'un des deux joueurs canadiens qui arrivent à Marseille. Naïm, Canada. Naïm, toi, tu n'es pas au Canada et tu es au soleil, tu es à Marseille. J'ai l'impression qu'il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Il fait très très chaud et je suis vraiment content qu'on fasse cette vidéo parce que, pour la petite histoire, quand je regardais France-Canada, je t'avais envoyé un petit message, Villel, en disant ils ont un milieu, le Canada, il est vraiment très très impressionnant. Et quelques semaines plus tard, il signe à l'OM. Ouais, on parle aujourd'hui d'une pépite pour les supporters marseillais qui nous regardent et qui nous écoutent. Je sais que ce terme peut être galvaudé, peut être parfois même utilisé à mauvais escient, mais Ismaël Koné, de ce que l'on voit, et Rod, tu nous parleras un petit peu plus de son histoire, mais on est vraiment sur une ascension fulgurante pour celui qu'on surnomme un peu au pays le futur Yaya Touré, même s'il a choisi la sélection du Canada. Ouais, c'est allé super vite. On en parlait un peu en off, mais écoute, il est arrivé au Canada très jeune depuis la Côte d'Ivoire. Il a été la plupart du temps dans des clubs amateurs. Il a fait Notre-Dame-de-Grâce, un club local. Après, il a fait le CS Saint-Laurent. Après, ils l'ont repéré dans les catégories, je crois, U15, U17, ce qui était l'Impact de Montréal, qui est maintenant le club de foot de Montréal, qui était entraîné par un coach français à l'époque. Et écoute, ça allait super vite parce qu'il a fait 2 saisons au CF Montréal, 2 saisons à Watford et bim, à 22 ans, il se retrouve en Ligue 1 dans un des plus grands clubs de France avec Roberto De Zerbi. Donc, ça va super vite. Écoute, et comme tu l'as dit, c'est une pépite parce qu'il est encore jeune, quoi. Il a 22 ans. Il a fait 2 belles saisons, surtout la deuxième saison à Watford où il a vraiment confirmé. Il a énormément joué. Et puis avec l'équipe du Canada, écoute, on a vu ce que ça a donné déjà à l'époque, un peu les prémices avec certains matchs, la Copa América il a vraiment montré son talent et on en parlait aussi le match amical contre la France juste avant l'Euro pour la France et la Copa América pour le Canada où il a montré toute sa palette quoi, tout simplement. Et ce qui est vraiment impressionnant en plus pour ce très jeune joueur, c'est que quasiment la même année, il démarre ses premiers matchs pro et il enchaîne Coupe du Monde. C'est-à-dire que à 20 ans, se retrouver à faire une Coupe du Monde après moins de 15 matchs professionnels, je veux dire, c'est une ascension plus que fulgurante. Ouais, non, ça va super vite et je rebondis un peu là-dessus parce que tu sais, c'est pas comme en France où on va dire que t'as un cercle vertueux où tu sais, tu vas là, après tu montes là. Au Canada, c'est un peu, il faut être là au bon moment avec le bon coach et puis être vu par la bonne personne. Jess March, le nouveau coach du Canada à l'américain, il a un peu critiqué en même temps où il disait Bambito, un autre joueur canadien qui a fait une belle Copa América. Ouais, exactement. On en parlait, je crois, à Lyon, je crois, ou quelque chose. Ouais, il est suivi par Lyon, ouais. C'est ça. Et il a dit que lui, par contre, avant 23, 24 ans, il n'avait pas été repéré. Il est vraiment venu sur le tard, vraiment en retard, en limite, dans sa carrière professionnelle. Et il a été repéré limite par une équipe de MLS américaine et non canadienne. Et heureusement que pour Koné, ça s'est fait avec le club de foot de Montréal, par un entraîneur français. Là-bas encore, maintenant qui entraîne l'équipe championne de MLS aux États-Unis. Mais il était là à la bonne place et il a montré son talent. Le coach du CS Saint-Laurent, on va dire un des gros clubs encore amateurs qui essaie d'être semi-pro à Montréal. Il le disait dès qu'il est venu jouer avec nous, les premières touches, on voyait qu'il avait quelque chose de différent des autres joueurs, quoi.
Donc, on espère qu'il va le montrer en Ligue 1 et dans les compétitions européennes plus tard et avec l'équipe canadienne, ça va continuer. Surtout à la Coupe du Monde qui va arriver au Canada, certains matchs. Donc, non, c'est top ce qui lui arrive, quoi. Et c'est bien. Franchement, c'est un joueur, il est vraiment posé. Donc, je pense que ça va être vraiment bien pour l'OM. Du coup, nous, avec Bilal, on a analysé un peu ces matchs, en particulier ce qu'on a pu voir à travers certaines compilations et le match de l'Argentine contre l'Argentine, qui était très très intéressant Ouais. à ce niveau-là. Et on voudrait voir ça avec toi parce qu'il y a plusieurs caractéristiques qui nous ont un peu marqué. Et la première, c'est sa qualité de passe et parfois même assez impressionnante. C'est-à-dire que, en plus, moi, c'est vraiment quelque chose auquel je fais beaucoup attention parce que quand je joue, c'est vraiment la chose que je préfère faire, c'est les passes dans les intervalles, trouver les bons intervalles. Et en plus, c'est un des principaux défauts de l'OM de l'année dernière. Donc, on a beaucoup pêché dans ce domaine-là. Là, on voit par exemple sur cette action, lorsqu'il a le ballon, il a une solution avec un appel qui part, mais elle serait assez difficile. Il pourrait frapper. Ça lui a un peu ouvert l'axe, mais il a fait une passe vraiment magnifique dans l'intervalle entre trois joueurs. Là, pareil, on voit une énorme densité de joueurs. Il y a des solutions très faciles. Il pourrait jouer sur les côtés ou ressortir dans l'axe parce qu'on se rend compte qu'on a quand même 6 joueurs de l'équipe adverse. C'est peut-être Norwich, ce genre de jaune. Et donc là, pour trouver une passe verticale, c'est quand même très très compliqué. Et on voit que les deux joueurs sont vraiment bien pris et ils trouvent une passe qui n'était même pas en fait dans l'angle de la caméra. Là, celle-là, pareil, c'est vraiment les passes que j'aime le plus. C'est celles qui te font gagner du terrain, qui vont dans le sens du jeu. Il y a un super appel de l'attaquant, mais il faut quand même être capable de le voir et de donner le ballon dans le bon intervalle. Et celle-là, la toute dernière, pareil, c'est quelque chose, peut-être, quand ils vont regarder nos abonnés, se dire non, mais ça, c'est une passe facile. Ben, pas tant que ça. Tous les joueurs ne sont pas capables de prendre l'information. La plupart auraient rejoué vers l'arrière. Mais lui, non. Il a amené 2 joueurs au pressing et ça lui a permis donc de créer un décalage et de donner une possibilité aux joueurs suivants d'aller vers l'avant. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué aussi, cette qualité de passe, même dans les petits périmètres? Tu l'as dit et je pense, je sais plus si c'était pendant le match France-Canada où il y avait des émissaires de l'OM qui étaient au stade pour voir son match. Mais je pense que c'est un des aspects qu'il a bien aimé de Zerbi, c'est qu'il joue toujours vers l'avant. Je crois contre la France, je me rappelle pas une passe en arrière en fait. Il veut toujours jouer en avant, que ça soit passe courte ou passe longue. Il arrive toujours à trouver il arrive toujours à trouver la solution. Et ce que j'aime vraiment avec lui et de beaucoup de joueurs comme lui, comme les 6, comme les 8, comme les milieux box to box, qui est un peu son profil, c'est vraiment que des fois, comme on dit, c'est il y a la pausa, la pause. Il va pas jouer pour jouer vite. Des fois, tu penses qu'il ralentit parce que il veut que tout le monde se replace. Non, c'est juste qu'il essaye de trouver l'appel. Il attend l'appel d'un des joueurs. Et ça, je trouve, c'est beau à voir. Ça se fait de moins en moins. Il y a quelques joueurs qui le font. Il y a Vitinha avec le Portugal qui des fois attend, trouve la passe quand il faut, dans le bon tempo, dans le bon espace. Et lui, il le fait. Des fois, tu penses qu'il est lent et qu'il va perdre la balle. Non, non, il va pas la perdre. Il attend juste le bon décalage, le bon espace d'un de ses coéquipiers pour la mettre dans l'espace en avant. Écoute, l'ascension énorme, quoi. Et je pense que ça va. On va le voir. Ça va être la surprise. Je l'avais tweeté il y a pas longtemps. Ça va être, je pense, le joueur de l'année en Ligue 1. Ça va être Ismaël Koné. Ça permet aussi de rebondir sur la deuxième chose qu'on a vue, parce que tu as beaucoup parlé du match de l'Argentine, de la demi-finale. Ouais. Et c'est celui sur lequel on s'est pas mal basé sur la deuxième vidéo. C'est une autre caractéristique qui nous a sauté aux yeux, c'est sa qualité de percussion. Vraiment, là c'était contre le Venezuela, ouais. Mais voilà, là on voit que c'était quand même l'Argentine en demi-finale de Copa América et on voit qu'il est capable de casser les lignes, d'aller de l'avant. Ça m'a même vraiment impressionné qu'il soit capable de faire ça. Ouais, celle-là, elle est magnifique. Ça me fait penser un peu à la pausa où tu penses qu'il va perdre le ballon, il est un peu lent et au dernier moment, il arrive à accélérer et gagner la faute. Là, pareil, c'était vraiment une super accélération et qu'en plus, une bonne passe pour moi, c'est le joueur canadien qui est un peu statique, bon, qui récupère le ballon avec un peu de chance, mais la passe est donnée au bon moment. Et puis là, pareil, c'est des accélérations quand même où il fait à gagner à chaque fois 10, 20 mètres à son équipe avec encore une passe dans le bon tempo.
Et tu sais, Naïm, sur celle-là, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte qui est vachement, qui est pas parfois visible à l'œil nu. Il faut s'arrêter sur l'action pour se rendre compte de la prise d'information. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème sur l'orientation du corps, sur sa prise de balle pied gauche. Ça veut dire que c'est un joueur qui ne se dit pas si le ballon vient sur le pied gauche, comment je fais pour m'orienter. Ça veut dire qu'il a, Vraiment bien des deux pieds. il faut gagner, c'est ça le gain de temps. La vitesse, elle n'est pas dans le sprint le plus souvent quand tu es sur un terrain. Elle est sur ta vision avant de recevoir le ballon et je touche avec mon pied gauche pour orienter pied droit ou je touche avec mon pied droit pour orienter pied gauche. Exactement. Et on va même voir, donc là, il y a encore une belle percussion sur cette action-là. Mais on va surtout, encore à chaque fois, toujours le bon choix. Voilà, il y avait trop de monde dans l'axe, donc il décale. Là, celle-là, elle est vraiment intéressante parce que elle regroupe tout, en fait. C'est-à-dire, il percute. Là, il est capable d'éliminer. Il joue le 1-2 intelligemment et il trouve une bonne passe. Là, contrôle raté, mais pour moi, la passe était bonne. Donc vraiment, sur cette dernière action, on voit tout ce qu'il est capable de faire. Capable de dribbler, capable de percuter, d'avaler les kilomètres avec le ballon. Comme tu disais, BLL, de prendre l'information, que ce soit sur la prise de balle ou ensuite d'avoir la tête levée pour trouver le bon joueur. Et derrière, qualité de passe, parce que la passe qu'il fait sur la dernière action, plein axe, avec une telle densité, c'était pas facile. Donc vraiment, c'est un joueur qui a énormément de qualité. On a vu la passe et là, la percussion, je trouve que Rod, je trouve que c'est aussi une qualité très importante et assez rare pour des milieux de nos jours, de combiner Ouais. les deux en fait. Ouais. Bah, déjà, j'aime bien rebondir toujours sur l'équipe que j'entraîne. J'utilise beaucoup, tu sais, on en a parlé un peu en off. Je fais beaucoup de sessions vidéo. Et donc, les sessions vidéo sont toujours faites en rapport avec les compétitions qu'il y avait en ce moment. Donc, il y a quelques semaines, j'ai montré des vidéos de l'Euro, bien sûr, et la Copa América. Et comme j'entraîne beaucoup mes joueurs à jouer des deux pieds, comme ils sont encore jeunes, bah, je leur ai montré l'exemple Ismaël Koné. Parce que, tu sais, ils parlaient tout le temps, Koné. Je lui disais, qu'est-ce qui est important d'Ismaël Koné? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il fait le milieu box-to-box. La heatmap, elle est magnifique parce que tu regardes un peu sa heatmap de pas mal de matchs. C'est un peu partout au milieu, mais ça va vers l'avant, ça va vers l'arrière. C'est pas juste quelqu'un qui donne la balle et puis après débrouille-toi. Moi, je suis juste là pour la reprendre, mais très loin du but adverse. Donc, il accompagne vraiment ses milieux de terrain offensifs et les attaquants et les ailiers. Et en même temps, bah, il y a ça, c'est son jeu gauche, pied gauche, pied droit. Et pour mes joueurs, je leur dis tout le temps, c'est vraiment important à votre âge, quand vous avez 12-13 ans. C'est là qu'il faut encore vraiment vous améliorer sur les deux pieds. Tu peux pas juste dire, ah, moi, je suis du pied gauche. Ouais, mais si tu reçois la balle sur le pied droit, tu fais quoi? Donc, c'est vraiment des joueurs comme ça où tu peux vraiment montrer l'exemple aux nouvelles générations en leur disant, bah, regardez, ils jouent du pied gauche, pied droit. À votre âge, il y a pas de, il y a vraiment pas d'excuse pour pas s'améliorer sur les deux pieds, tu vois. Et donc là, tu le montres énormément bien, magnifiquement bien, la heatmap, tu vois. C'est un peu partout, un peu à gauche, un peu à droite, un peu au milieu, un peu en arrière. Il accompagne, comme on l'a dit, quoi. Donc, c'est un joueur moderne, quoi. Ouais, c'est vraiment Ouais, intéressant. Ouais, tu vois vraiment que ça veut dire qu'il n'hésite pas à venir décrocher parfois pour demander le ballon. Il n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Et ça, c'est un élément qui est quand même assez indispensable pour Roberto De Zerbi. Ça veut dire qu'il va pouvoir s'appuyer sur lui à différents postes. Ouais, non, clairement. Franchement, après, tu sais, on dit la pépite, il y a le fameux mot aussi milieu box-to-box, mais c'en est un, clairement. Il peut vraiment tout faire. Il est en plus à droite des deux pieds, c'est ça. Donc, s'il faut, au bout d'un moment, tu as un joueur blessé ou suspendu ou autre, tu vois, les côtés, s'il faut dépanner, je suis sûr qu'il peut aussi le faire. Tu vois, c'est pas juste numéro 6 et puis, ah, bah non, je peux pas être là parce que je joue pas de ce pied-là. Il va vraiment t'aider. Et puis, même durant un match, il va décrocher. Tu sais, maintenant, on parle vraiment des positions un peu fluides où tu commences avec cette position et puis à la fin, tu le vois, il est côté droit comme un peu les joueurs un peu comme au Real Madrid où ils sont un peu dans toutes les positions devant, derrière, à gauche, à droite. Bah, je pense lui, c'est un des joueurs comme ça qui peut vraiment commencer au milieu, centre, et puis tu le vois après, ah bah il est à gauche, ah bah il est à droite, ah bah il est numéro 10, ah il revient en arrière. Donc non, franchement, et puis pour le prix, c'est quoi? C'est 12 000, c'est quoi? Ils l'ont acheté 12 12 millions. millions. Ouais, 12 millions. Ouais. C'est vraiment une super affaire, quoi. Ouais, on était plus ou moins arrivé à cette conclusion avec Bilal. Il y avait un tout dernier point où c'est pas forcément un point fort qu'on a relevé. D'ailleurs, c'est plus une interrogation qu'on va te poser. Mhm, C'est pas un joueur qui a l'air de marquer énormément de buts non mhm. plus, mais on a pu cibler quand même que il avait les buts qu'il avait marqués, c'était sur des belles frappes. Vraiment, celle-là, elle est vraiment magnifique. Et, euh, et donc, je crois qu'on a raté peut-être la toute première, voilà, qui est aussi une très belle frappe. Donc,
la question voilà, qu'on voulait se poser, on sait de la même manière que la qualité de passe a fait défaut dans les derniers mètres la saison dernière, la qualité de frappe, je pense, Bilal, on peut remonter à plus loin que l'an dernier pour dire que c'est un problème Il y à a, l'OM. il y a une Donc, malédiction à l'OM, c'est pas pareil. Il y a une malédiction à l'OM. donc, il a l'air d'avoir une bonne qualité de frappe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué Ouais, après, c'est là qu'il faudra qu'il s'améliore. Je pense qu'il y a deux axes où il faut qu'il s'améliore, c'est la finition et le jeu aérien. C'est les deux axes où il va te faire les passes d'ess ou la passe avant la passe décisive parce que maintenant on aime bien. Mais c'est vrai qu'au niveau des buts, c'est pas un joueur encore qui marque énormément de buts. Après, tu sais, comme on l'a dit, ça allait tellement vite dans sa carrière qu'il n'a pas eu le temps peut-être de se stabiliser dans un club, que ça soit au CF Montréal ou à Watford. Surtout qu'en Angleterre, c'est quand même physique le championnat et puis il fallait qu'il s'habitue et tout à un nouveau championnat entre le CF Montréal et Watford, même si c'est deuxième division, c'était largement au-dessus que le CF Montréal, sans faire d'offense au club de Montréal. Mais je pense que c'est ça, les deux aspects, finition et le jeu aérien où il faudra encore, malgré qu'il soit grand, on l'a dit, je crois qu'il fait 1m88 ou 1m89, il faut encore qu'il arrive à se perfectionner, mais j'ai pas peur. Franchement, ça va le faire de ce côté-là. Après, il y a peut-être un autre paramètre. Alors, tu vas nous dire pour Montréal, mais que ce soit avec le Canada ou avec Watford, c'est pas des équipes qui vont pousser pendant 90 minutes l'équipe adverse dans les 30 derniers mètres. Comme ça va sûrement être beaucoup plus le cas avec l'OM. Nous, on a l'habitude de jouer face C'est à des ça. défenses regroupées où justement on doit se tenter plus de frappes. Donc, je ne sais pas ce qu'il en était à Montréal. Est-ce que c'est une équipe qui domine énormément les équipes adverses? Non, déjà, c'était pas une équipe qui était favorite pour le titre ou quoi, tu vois. Donc, de ce côté-là, il n'est pas arrivé dans le plus grand club de MLS. Donc ça Ouais. aussi, tu vois, il y a les clubs les plus importants en MLS, c'est plus ceux aux États-Unis, les clubs canadiens, ils sont toujours en difficulté. S'ils se qualifient pour les playoffs, c'est déjà bien. Il y a Toronto qui a gagné la MLS, mais maintenant ça commence à dater. Sinon, la plupart du temps, les gros clubs de MLS sont situés aux États-Unis et non au Canada. Donc c'était normal qu'au niveau des statistiques, ça soit pas, tu vois, ça soit pas flamboyant non plus, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, moi, la question que je veux te poser aussi, qui est importante. Donc, on a vu les qualités, les points forts du joueur. Tu nous as ciblé, moi, j'en rajouterai un autre de défaut de ce que l'on a pu voir. Donc, il y a le jeu aérien, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a la finition. Mais la finition, on peut le comprendre quand tu es milieu, selon le type d'équipe dans lequel tu joues, tu peux fournir beaucoup d'efforts et tu manques de lucidité à la finition, ce qui peut être probablement logique. Et il y a un dernier point sur lequel pourtant il a un beau gabarit, etc. C'est dans le fait d'aller récupérer le ballon dans les pieds, d'aller gratter des ballons, d'être un récupérateur agressif. Et je viens là-dessus. Pourquoi je te parle de ça? De Zerbi dans son fonctionnement, dans son système, avec le ballon. Donc c'est surtout là où je pense que là où il va vraiment apporter Koné, c'est avec le ballon, dans son système avec ballon. Koné, c'est le troisième homme, c'est-à-dire avant d'avoir le quatrième pour la passe D, il va avoir l'avant-dernière passe, donc il va être positionné quand même à la place sur les matchs amicaux, un peu à la place de Unai, sachant que dans le système de De Zerbi, tu joues à 3 derrière quand tu as le ballon et tu as le latéral gauche qui rentre dans le cœur du jeu pour apporter pour être le sixième joueur au milieu de terrain pour créer le surnombre. Et dans ce rôle-là, Koné, il va avoir peut-être beaucoup plus d'opportunités de se mettre en position de frappe. Tu vois, c'est peut-être pas son cas aujourd'hui au Canada parce qu'il est quand même vraiment beaucoup plus bas sur le terrain. Donc quand il arrive, c'est qu'il a fait un effort de 40 mètres. Donc, ouais, non, clairement, c'est un aspect qu'il va devoir travailler parce que les équipes où il était avant, comme je l'ai dit, CF Montréal et Watford, c'était pas, tu vois, c'était pas niveau déjà tactique, c'est pas du tout comme De Zerbi. Ça va être complètement différent, je pense, pour lui, et ça va vraiment l'amener à un autre niveau aussi. Je pense, c'était déjà l'un des joueurs les plus importants de l'équipe canadienne avec Alphonso Davies, je pense, à la dernière Copa América. Et je pense qu'avec l'apport de De Zerbi et les saisons qui vont arriver, je pense que la prochaine Coupe du Monde, ça va être le numéro. Je m'avance, mais je pense que ça sera le numéro 1, quoi. Je pense. Donc, l'aspect physique, c'est clair. C'est pour ça que je l'ai dit au début. Il est grand, il reste fin. Après, j'espère qu'il va pas non plus perdre l'aspect trop, tu sais, trop de muscu et pas assez de et plus de cardio et plus de course à haute intensité, surtout pour son poste de box to box. Donc, c'est sûr qu'il a des aspects à améliorer. Il vient pas du Real Madrid ou autre, donc
Mais je pense que ça va être la super surprise, ça va être l'espoir numéro 1 de la Ligue 1 la saison prochaine. Tu vois. Avec De Zerbi en plus, je pense que il y a pas mieux vraiment pour s'améliorer, que ça soit sur le plan du terrain et du plan tactique. Donc ça va être vraiment top, quoi. Bah écoute, je pense qu'on est assez complet. Nous, on s'est amusé à le comparer à un certain Gianni Limboula quand il est arrivé à l'OM, parce que c'était un joueur qui sortait, pareil, ascension fulgurante et une prise de balle, une qualité technique bien au-dessus et capable de percuter, transpercer quasiment n'importe quel bloc équipe. Après, malheureusement, c'est le cerveau qui n'a pas suivi pour Gianni Limboula et peut-être l'entourage. Mais en termes de qualité, il nous a vraiment fait penser. Je voulais pas parler de Yaya Touré parce que il est sûrement comme ça. On peut rester sur de la Ligue 1. Moi, il me fait penser à Fofana qui était à Lens. Ah bien. Ça, c'est une belle comparaison, ça. Il est agressif, Fofana, quand même. Je trouve beaucoup plus agressif. Non, Fofana, non, c'est clair. Mais si tu veux, tu sais, parce que j'essaye de trouver des ouais, bien sûr. Je veux pas dire Yaya Touré parce que après tout le monde se voit avec, tu sais, le grand Yaya Touré de Manchester, Barça et tout. Mais Fofana qui reste un peu dans le cadre qui était en Ligue 1 et je crois qu'il était à l'Udinese, qui reste un joueur, on va dire normal. Après Fofana, je crois qu'il était encore, je sais pas s'il avait la même taille. Il était, je pense qu'il est un peu plus grand, plus costaud aussi. Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu ça pour l'instant. Peut-être qu'à 22 ans, Fofana avait à peu près le même profil. C'est ça. Je pense peut-être je sais pas s'il était déjà en Italie à 22 ans, Fofana, mais en tout cas, il me fait penser pour comparer, on va dire des pommes avec des pommes, à quelqu'un qui était en Ligue 1 avant lui, c'est plus Fofana, ouais. Eh ben, en tout cas, écoute, je pense qu'on a été bien complet. Nous, on est hypé de fou, moi, je te le dis. Et cette année, vu que la star de l'OM cette année, c'est l'entraîneur et c'est le système. Beaucoup plus que les joueurs, même si ils sont en train de monter une équipe très très compétitive, mais je pense que c'est l'entraîneur qui est au cœur du projet. Et c'est comme ça aussi, je pense qu'ils ont réussi à faire venir tous ces joueurs. Hein. Je pense que bien sûr, tu peux pas venir ces joueurs-là avec René Girard. Hein. Ouais, ou avec Marcelino. Mais bon, en tout cas, merci à toi, Rod. Vraiment, ça nous a fait plaisir de t'avoir avec nous. C'est super gentil et puis c'est top parce que ça va un peu apporter de la lumière sur l'équipe canadienne aussi. En plus, il y a Cornelius qui arrive aussi en défense centrale. Je pense que ça va être une grosse concurrence pour Brassier. Donc ça peut être une belle surprise aussi. Même s'il arrive peut-être au début avec le statut de on reste sur le banc, mais je pense que au vu de ses qualités, il va continuer avec les matchs internationaux, ce que peut-être Brassier n'aura pas. Je pense qu'il peut vraiment prendre cette place de titulaire dans les mois qui viennent en Ligue 1. Donc, on aura peut-être deux Canadiens titulaires avec l'OM. C'est un truc de fou. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. On aurait bien aimé en avoir un troisième, un certain Jonathan David, mais ce sera pas malheureusement peut-être pas le cas. On va quand même pas reformer l'équipe nationale on va changer le maillot. On va avoir blanc et rouge. C'est clair. Encore merci à tous les abonnés, les gars. Merci à vous de nous suivre et de nous donner cette force-là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça nous permet à nous de continuer à faire encore plus de contenu et on se régale de découvrir les joueurs. Cette période de mercato avec des experts, c'est un plaisir incroyable que l'on a avec mon ami Naïm. Donc on arrive très rapidement, très bientôt aussi, on va parler de Carboni parce que ça aussi est pépite, espoir, il y a d'autres joueurs qui vont arriver, on va envoyer un peu de live mercato, etc. En tout cas, Rod, je pense qu'on va savoir dans l'année, c'est sûr et certain. Je pense qu'on va parler du Canada et des joueurs canadiens à l'OM et qu'on va parler de l'OM ensemble. Merci à toi, merci à tous et je vous dis à très bientôt.